Voilà, pendant que nos deux intervenants s'installent, je vous propose de regarder un court extrait d'une vidéo de la coalition des acteurs européens du fret, une vidéo en faveur du Digital Automatic Coupler, le couplage automatique et numérique des wagons, qui est une solution pour développer le fret ferroviaire plus efficacement et avec plus de flexibilité. This is DAC, the Digital Automatic Coupler. Today's rail freight operations are based on technology from the late 19th century. Coupling and uncoupling of wagons, locomotives and the formation of trains is done by employees walking up and down the train, day and night, regardless of weather and season. Manual train preparation means climbing wagons and handling couplers weighing upwards of 20 kilograms. That's slow, outdated and even dangerous. So enough about that. Imagine longer, heavier and faster trains. Automated preparation in minutes rather than hours, leading to shorter transit times and additional capacity in yards, stations and on existing rail paths. Intelligent freight trains and fully digitized rail freight operations, enhancing efficiency, competitiveness and safety. Voilà, la scission de Fret SNCF va-t-elle fragiliser tout le secteur? C'est la question de la deuxième table ronde. La disparition de Fret SNCF au profit de deux nouvelles entreprises devrait avoir lieu fin 2024, l'une en charge de la maintenance, l'autre chargée de l'exploitation de l'activité wagon isolé, de la gestion capacitaire. L'enjeu, éviter une condamnation de Fret SNCF par Bruxelles et un remboursement des sommes perçues. Alors, est-ce une menace pour le secteur? On pose la question à Raphaël Doutrebande. Bonjour Raphaël. Président d'Europort et président de la commission fret de l'AFRA, et Hubert Wulfranc, bonjour, bienvenue, député communiste de Seine-Maritime, rapporteur de la commission d'enquête sur la libéralisation du fret ferroviaire et ses conséquences. D'abord, Hubert Wulfranc, comment accueillez-vous cette restructuration de Fret SNCF? Écoutez, je crois qu'il y a plusieurs enjeux. Un enjeu propre à la SA Fret elle-même et qui, bien évidemment, interpelle l'ensemble de la filière. Je voudrais tout de suite préciser que j'aborde cette question avec beaucoup d'humilité. Je ne suis pas un spécialiste de la question et que, par ailleurs, éviter par trop un discours idéologique. Concrètement, il s'agit, notamment via cette commission d'enquête, d'écouter comment est commentée cette situation par les premiers acteurs, que sont d'abord l'entreprise elle-même, bien évidemment, le décideur politique, le gouvernement, mais aussi les acteurs de la filière, les professionnels, les salariés et quelques experts qui, tout de même, ont encore, parfois malgré leur âge, ont encore des choses à dire. Et bien évidemment, le sentiment qui se dégage à ce stade de la situation, c'est que les questionnements sont nombreux. Les questionnements sont nombreux vis-à-vis de ces deux futures entités sur la question de la viabilité économique, notamment de l'entreprise qui aura cet engagement dans le capacitaire, sur, bien évidemment, ce qui est toujours un enjeu, le potentiel report modal sur la route. Le président de l'AFRA le disait dans ses premières réactions que la route, on a encore sous la pédale. Et donc, voilà. Et bien évidemment, l'enjeu social propre à l'entreprise. Mais aussi l'enjeu métier. L'enjeu métier, on peut toucher quand même du doigt un certain nombre de questionnements sur le métier dans la filière, la question des conducteurs, la question de la formation, etc. Et tout cela au travers donc des enjeux d'attractivité telle qu'elle est posée aujourd'hui avec cette séquence qui, quelle que soit la manière dont on la qualifie, le ministre la qualifie de la moins mauvaise solution. D'autres disent que c'est la plus mauvaise solution. Reste un dénominateur commun. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le bon sens en ce moment. Et quand Louis Gallois dit voilà, on s'apprête quand même à des années difficiles dans la filière, quand l'ancien ministre Bussereau, sa sensibilité, dit que
eh bien, finalement, le plan de discontinuité, c'est un plan classique, mais qui ouvre droit, là encore, à une séquence préoccupante. Voilà. Oui. Les questions sont sur la table, et plus avant, excusez-moi, je vous en prie. Plus avant que la question de la discontinuité elle-même, qui est un des sujets majeurs, évidemment, de la séquence, il y a la posture de la Commission de l'Europe vis-à-vis de cette filière. Et est-ce qu'on va aller quand même vers un soutien européen qui ressemble un peu plus à quelque chose qu'aujourd'hui? La France, d'ailleurs, en la matière, il faut le reconnaître, a engagé des choses, notamment à fin 21, avec plusieurs autres ministres des Transports européens. Je crois que là, il y a un enjeu majeur. Raphaël Doutrebente, c'est la moins mauvaise solution. Quelles conséquences pour l'ensemble du secteur? Alors, moi, je serais moins catastrophiste que Hubert, mais je n'ai pas entendu tous les politiques qui sont passés à la barre, si je puis dire. D'abord, c'est une réalité, donc il faut regarder devant, déjà. La raison aussi n'est pas tombée comme ça uniquement de la Commission. Il y a eu des plaintes, il y a eu des raisons, non pas politiques, mais des raisons juridiques, des problèmes de concurrence. Donc on ne fera pas l'histoire, mais il y avait besoin peut-être à un moment que le sujet soit posé. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a discontinuité ou est-ce qu'on force à rembourser 5,3 milliards? Donc on sait que ce n'est pas possible. Pour ceux qui ont lu l'enquête de la Commission, on voit quand même le sujet de prix prédateurs, de prendre des marchés, de garder des parts de marché. Hubert Wulfranc citait certains politiques, mais enfin certains politiques ont quand même poussé à un moment la SNCF à tenir ce genre de prix. Et on la tient pour responsable, sauf que derrière, il y avait des décisions politiques. Donc ils peuvent s'exprimer à la barre pour dire que c'est difficile, c'est compliqué, ils ne comprennent pas, mais ils étaient quand même aux commandes à l'époque. Voilà, désolé, je suis peut-être un peu direct, mais on me connaît. Mais au moins, il y a une vraie réalité. Voilà, j'insiste. Sur le secteur, sur les conséquences sur le secteur, est-ce qu'il y a un risque que ça déstabilise l'ensemble des opérateurs? D'abord, il faut penser aux clients. Parce que les clients, est-ce qu'ils ont été consultés quand le gouvernement et la SNCF ont décidé que ce serait tel ou tel trafic qui serait touché? Je n'en sais rien. J'en fais pas partie puisque j'interviens aujourd'hui comme concurrent, si je puis dire. Mais donc ça, c'est la première question. Donc ça, aujourd'hui, les concurrents, ils consultent le marché. Voilà, et ils nous consultent. Et en plus, on a cette possibilité qui est ouverte, d'ailleurs qui est heureusement ouverte, de permettre d'avoir une continuité avec Fret SNCF dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. Ce que l'on oublie de dire aussi, parce qu'il y a un petit peu c'est quand même le dire, il y a quand même aussi des emplois derrière. Et encore une fois, je le dis, d'abord, il y a les clients. Et les clients, il faut leur dire, il y aura une continuité. Alors, à quelle date? Je pense que le 1er janvier est illusoire. Tout le monde sait que ce ne sera pas au 1er janvier. Donc, ce n'est pas grave. Ça va pouvoir continuer, j'espère, jusqu'au 1er juillet. Et ça va nous donner le temps à certains opérateurs de pouvoir faire des offres au prix du marché. Il y aura peut-être une différence, certainement, entre le prix qui était pratiqué avant et le prix que l'on donnera demain. Ce qui est dommage, c'est que sur les 23 trafics de mémoire, il y en a 22 qui sont uniquement dans l'intermodal. Et l'intermodal est touché de plein fouet. Hausse de l'électricité, des difficultés déjà l'année dernière à cause aussi du cumul avec les grèves. Et en plus, il se retrouve avec un manque d'opérateurs, on va dire pas du jour au lendemain. Donc ça va être compliqué. Donc je pense qu'il faut aussi penser que les opérateurs intermodaux, ils ont des clients derrière. Et qu'est-ce que le client va comprendre? Voilà. Et ce qui se dit, tout ça, ça va s'arrêter. C'est là où je dis les politiques qui passent à la barre ont une position qui doit être quand même peut-être revue dans la manière d'expression, parce que certains oublient qu'ils étaient aux commandes, certains oublient qu'il faut dire au marché qu'il y a des opérateurs de fret ferroviaire, il y a une capacité sur le rail, et qu'en plus, on va pouvoir continuer pendant une période jusqu'à 3 ans à travailler avec Fret SNCF. Donc, il ne faut pas donner des messages que négatifs. Voilà. Alors, parallèlement, le gouvernement a annoncé des mesures pour soutenir le fret, de 200 millions d'euros annuels pour les opérateurs de fret à partir de 2025, 4 milliards d'euros dans les infrastructures. Est-ce que, je vous pose la question à tous les deux, vous y voyez aussi un signe d'une certaine prise de conscience politique? Hubert Wulfranc. Oui, il faut
faut reconnaître ce qui va dans le bon sens. Et effectivement, un certain nombre d'engagements se sont précipités ces derniers mois. C'est une très bonne chose. Il faut bien évidemment, et je crois que c'est un sentiment partagé très largement, il faut consolider ça très vite, notamment au travers d'une loi de programmation pluriannuelle qui aille, y compris au-delà de 2030. 2030, c'est demain. Ça a été dit, on est sur des engagements de régénération de réseau. Donc, en fait, un maintien en l'état. Il y a des engagements financiers qu'il faut absolument préciser bien avant. On sait que, bon, voilà, quand on cause autoroute ferroviaire, quand on cause... alors, excusez-moi, je ne suis pas spécialiste, mais vous savez, le gabarit, là, 400, c'est ça. Bon, Raphaël pourra plus vous dire que moi. Je veux dire, il y a du lourd. Il y a du lourd. C'est pas 4 milliards. 4 milliards, c'est très bien. Il faut qu'il soit, il faut qu'il soit inscrit dans le delta de calendrier qui est indiqué. Maintenant, il faut quand même se projeter. On dit suffisamment que le ferroviaire, c'est le temps long. Et donc, au niveau finance, il faut que ce soit le temps long. Il faut que ce soit le temps long. Et là, je pense qu'il y a vraiment des convergences, des consensus qui vont et qui doivent être trouvés sur ce point. Alors moi, ce qui me pose problème aujourd'hui, c'est que dans cette séquence un peu trouble qui questionne tout du moins à la fois les acteurs, tous les acteurs de la filière et le monde politique, c'est que il y a quand même un engagement qui est pris, et c'est celui de doubler la part du rail. Horizon 2030. Ouais, c'est demain encore. C'est demain. Et moi, je m'interroge quand même, et je pense que c'est l'intérêt aussi, quelque part, de la commission d'enquête, c'est de se dire, est-ce qu'on est toujours sincère avec nous-mêmes, et donc vis-à-vis de l'opinion publique, quand même, c'est pas rien, c'est quand même à eux qu'on doit rendre des comptes, en maintenant ou pas cet objectif. Est-ce qu'il est tenable? Raphaël, on en avait parlé l'année dernière de cet objectif. On avait déjà abordé la question. Je crois que je vous l'avais posée de la même façon. Justement, est-ce que cet objectif, il est tenable selon vous? Est-ce qu'il faut rester accroché à cet objectif? Alors, moi, je ne suis pas une parole politique, donc j'ai envie de dire qu'il est tenable que si on prend en compte les investissements. L'année dernière, il n'y avait pas les investissements qui avaient été validés. L'année dernière, on continuait à dire que SNCF Réseau avait des difficultés pour réaliser les travaux, etc. On a enfin obtenu les financements. Voilà. Après, de savoir comment ça va être dans la réalité, a priori, les politiques ne sont pas inquiets, donc on va... C'est là où je souscris fortement à la loi de programmation, parce que c'est le seul moyen. Alors on en a discuté avec certains qui disent loi de programmation, oui, ça ne veut rien dire. Si, c'est au moins ça inscrit dans le marbre une vraie volonté politique de soutenir le ferroviaire. Voilà. Vis-à-vis du public, je pense qu'ici, on sait tous ce que c'est que le fret ferroviaire. Quand on sort dans la rue, le fret ferroviaire, on ne sait pas trop ce que c'est. Voilà. Donc je pense que l'idée, c'est avant tout qu'on tienne les engagements du gouvernement, on l'aide, parce que je pense que Clément Beaune doit batailler pour obtenir ses financements à Bercy, du moins on le voit dans d'autres dossiers. Donc il faut évidemment qu'on soit tous fiers d'avoir réussi avec l'Alliance 4F d'obtenir ces financements, et puis ces financements, ils vont avant tout à SNCF Réseau, qui a besoin de moyens. Et donc ça, c'est quand même quelque chose de positif. Est-ce qu'on peut relancer le fret en misant seulement sur l'amélioration des infrastructures? C'est quoi les autres leviers? Voilà, on oppose souvent le fret ferroviaire, la route. Voilà. Moi, je dis que c'est deux modes complémentaires. Ça, c'est vraiment, il faut l'avoir à l'esprit. Il faut aussi avoir envie de développer le fret ferroviaire, parce que la structure, les voies existent déjà, la capacité existe déjà. Après, il y a besoin aussi peut-être de mieux réformer le fonctionnement avec SNCF Réseau pour avoir plus de possibilités de circuler. Mais ça, le problème, c'est qu'on n'a que quelques minutes. Donc, c'est un vaste sujet. Voilà. En revanche, il ne faut pas que le politique tombe dans des aberrations. On entend parler maintenant d'autoroutes électriques, voilà, avec des caténaires pour les camions. Voilà. On entend parler des méga-trucks, 60 tonnes. Voilà. Donc ça fait partie des routiers, pas forcément des routiers, mais des entreprises européennes qui poussent. Sauf qu'ils ne payent pas l'infrastructure, ils vont user l'infrastructure. Et 60 tonnes, c'est gigantesque. Hein. Il suffit de regarder
la taille d'un 60 tonnes. Déjà, ils ont des difficultés à se mettre d'accord pour mettre en place des 46 tonnes, ce qui est dommage, mais déjà, il n'y a pas de 60 tonnes. On veut partir sur le 60 tonnes, pardon. Donc, il y a les voies ferrées, il y a la capacité, et si on veut vraiment développer le fret ferroviaire, continuons à le faire avec réseau et avec des pouvoirs publics qui ont enfin ouvert. Moi, encore une fois, je souscris sur cette loi de programmation, il faut la faire. Hubert Vulfranc, sur cette question. Je vais un peu me décaler parce que je disais toujours un truc sur l'Allemagne. Et puis il disait que, pourtant, on a quand même quelque chose ici, dans notre pays, une culture cheminote. Je crois qu'il faut aller aussi la retrouver. Il faut. Alors il y a tout ce que vous dites, et ce que vous diriez mieux que moi encore sur le réseau, les sillons, les travaux, enfin tout ce sur quoi il faut progresser. Mais retrouver une culture du fer. Comment avec la culture des beaux trains. Et là, je m'inscris en faux par rapport à une citation je crois, du président de la République qui disait il y a quelques années, qui disait oui, non, la vraie chose, c'est la vraie faculté pour la SNCF, c'est d'avoir des clients, d'avoir des chargeurs, Non, c'est d'abord aussi d'avoir des beaux trains, d'aimer le faire. J'ai d'ailleurs été très sensible lors de l'audition d'un certain nombre d'opérateurs privés du fret, les gens qui sont dans des segments, ils ont des petites marges. Alors ils en volent. Pourtant, c'est des vrais libéraux. Et ils n'ont pas ma sensibilité. Mais ils sont sur le train. Ils aiment le train, comme les cheminots aiment le train. Je crois qu'il faudrait peut-être reverser dans cette culture du train, parce que tout ne se fait pas que, comment dirais-je, par le marché, quoi. Ça se passe aussi dans la tête. Et vous le disiez, on parle fret, si on va voir l'opinion publique, fret, c'est un problème quand même. Alors que les mêmes disent tous les jours, je suis envoyé de camion sur la route, je ne peux plus circuler. Donc il y a un enjeu culturel. Ça peut être aussi très consensuel. Il y a un enjeu culturel. Il y a un enjeu culturel et je confirme qu'il faut être passionné. Moi, c'est la première boîte où je reste 7 ans et en plus dans le ferroviaire. Donc on ne peut pas dire que ça paye énormément. Il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher, voilà. Donc faut être passionné, c'est vrai. Alors il y a des beaux trains. C'est vrai que nous, on n'est pas content quand on est locomotive est sale, donc c'est bien, ça touche. Mais non, mais ça touche nos conducteurs. Ils sont fiers de faire tourner des trains. Quand on voit sur les réseaux sociaux les conducteurs de train qui postent et qui sont fiers d'avoir démarré une locomotive tôt le matin où on voit un triage, c'est quand même pas hyper sexy un triage, avec le soleil, et ben, je me dis, il y a des gens passionnés. Mais c'est pas uniquement de la passion, c'est vraiment parce qu'il y a des clients derrière qui nous réclament. Et ils sont fiers d'amener de la marchandise chez les clients. Il y a une vraie coopération. Quand il y a des discussions, quand on les voit discuter avec des agents de circulation des SNCF Réseau, qu'ils arrivent à arranger des situations. Moi, j'en ai vécu il n'y a pas si longtemps que ça. C'est qu'ils ont envie. Ils ne sont pas bon, bah tant pis, c'est pas grave, le train est raté. L'agent de circulation ou l'agent sol était en retard dans l'entreprise ferroviaire. Donc, il y a une vraie passion. Maintenant, il faut peut-être être plus vendeur. On est discret. Peut-être pas suffisamment d'ailleurs, parce que les routiers sont moins discrets. Ils obtiennent mieux que nous. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une ou deux questions pour Hubert Vulfranc et Raphaël Doutrebente dans la salle? Pas de questions. Tout a été dit. Un dernier mot peut-être, moi, rapidement, sur Raphaël, j'ai envie de vous interroger aussi sur le rôle du fret dans cette participation à la transition écologique dont on parle tant. On n'a pas eu le temps de vraiment l'aborder. Est-ce que vous voulez en dire un mot pour conclure la table ronde? On va dire que pour les opérateurs, il y a 80% des trafics qui sont sous caténaire, donc c'est quand même propre. Il y a quand même des opérateurs qui font le choix d'investir dans des énergies propres pour faire rouler leur locomotive. C'est important, il faut le noter. Et je pense que les cheminots sont, parce qu'on souvent parle des cheminots, c'est la SNCF, enfin on parle des conducteurs de train, ils sont tout à fait sensibles à ça. Donc, et surtout, les clients nous le demandent. Le scope 3, ils nous le demandent, les clients. Donc, même des chargeurs nous demandent maintenant, bien évidemment, de continuer à les aider à décarboner. Donc, c'est une réalité. Et ce n'est pas la peine d'aller mettre des 60 tonnes ou des autoroutes électriques, surtout pour 40 milliards. Quand on parlait de besoin d'argent pour SNCF Réseau,
je pense qu'il vaut mieux le mettre dans les investissements. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Oui. Ah, pardon, alors je vous garde encore 1 minute parce qu'il y avait une question que je ne vous avais pas vue. Excusez-moi. Bonjour, Daniela Doric-Releni au Institut technologique pour ferroviaire. Et je voudrais poser une question à propos du DAC, la vidéo qu'on a vue juste un moment. Est-ce que la France est prête de faire le déploiement de DAC? Et aussi, est-ce que la scission de fret SNCF va avoir l'influence aussi pour le DAC? Merci. Je ne sais pas si Hubert veut parler du DAC. Personnellement, c'est un peu un piège de me parler du DAC, mais je ne dirai pas pourquoi. Mais ça fera sourire Alexandre Gallo. Ça fait partie des nouvelles technologies. Est-ce qu'elles verront le jour? Là aussi, c'est des gros investissements demandés au niveau européen. Je ne suis pas sûr que ce soit pour tout de suite, certainement pour demain, parce qu'il faut quand même se projeter pour demain. Donc voilà ce que je peux vous répondre sur le DAC. Voilà. Oui. J'avais une question également pour Raphaël d'Outremont, au titre de Report. Vous disiez, mais je ne suis pas sûr d'avoir compris, les trafics qui vont être cédés par SNCF Fret, qui ont été décidés entre l'État et SNCF Fret, sans forcément consulter les chargeurs, ce que vous disiez. Est-ce que vous, vu d'un fournisseur alternatif de ce service-là, est-ce que vous jugez que ces trafics, ils sont effectivement intéressants, et est-ce que vous considérez que, alors vous ne pouvez pas vous exprimer au nom des concurrents aussi, mais est-ce que l'ensemble des trafics qui sont ainsi libérés vont intéresser la concurrence, ou bien c'est des choses qui risquent d'aller vers la route? C'est un peu une question piège, mais on apprend à faire des pirouettes. En fait, quand on prend ces trafics séparément, c'est-à-dire sortis des contextes, il y a un gros client qui est un client qui utilise du conventionnel. Ce trafic-là, mis à part, n'est pas attractif pour une entreprise ferroviaire, si on s'aligne sur le prix d'avant. Mais quand on raisonne sur ce trafic-là qui était pris dans un global beaucoup plus important, avec ce même client, oui, ça pouvait être rentable. C'est pour ça que c'est une discussion que j'ai eue avec Fret SNCF, puisque évidemment on leur demande des propositions de sous-traitance et on voit bien l'écart. Voilà. Donc prix encore une fois séparément, non, c'est pas attractif. Mais je l'ai dit tout à l'heure, oui, il y a des clients qui vont être obligés de payer un petit peu plus, quoi. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Ah non, une dernière. Alors on vous libère vraiment pas. On a envie de vous garder une dernière question. Question qui va être simple. Michel Colombier, donc je suis président de l'Observatoire régional des transports d'Occitanie. Que pensez-vous de la situation vécue à Perpignan par les plateformes où de nombreux, conflits sociaux sont en train de mettre les plateformes en fragilité avec une baisse d'activité de 30 à 40% pour le territoire perpignanais? Alors, oui, bien sûr. Les grèves, les fameuses grèves. Bon, indéniablement, quand il y a une grève, c'est fait pour arrêter l'outil de travail. Si les gars ils font grève, c'est pour arrêter l'outil de travail. Bon, donc j'entends cet argument qui évidemment a une nature à fragiliser l'activité en la matière. J'ai entendu aussi, que ce soit sur Perpignan, sur Avignon, et ailleurs, que autant les mouvements sociaux sont effectivement avancés par les opérateurs, mais le niveau de régénération des infrastructures est d'abord le souci numéro un d'un certain nombre de beaucoup d'opérateurs privés. Lorsque on nous dit que dans tel terminal, c'est plus possible, ça permet pas de travailler vu l'état de l'ouvrage, quand on nous dit que les sillons c'est pas facile avec réseau, faut les demander 1 an et demi avant, au mois de mars, et puis des fois on a des réponses 3 mois avant qui font que on a que seulement 50% des demandes qui sont satisfaites. Bon, il y a à progresser considérablement,
mais ça, chacun en est bien conscient, sur ces questions d'attribution de sillons et de travaux. Et d'ailleurs, il y a des convergences entre un certain nombre d'organisations salariées et les directions d'entreprise sur des améliorations. Je pense aux travaux. On a eu l'occasion d'évoquer que la SNCF, maintenant, allait vers des travaux de jour, dès lors que c'était possible. Convergence avec un certain nombre de propositions des organisations syndicales, de faire en sorte, effectivement, de déplacer les travaux pour éviter d'ennuyer le fret la nuit. Mais il y a un certain nombre de convergences, on pourra peut-être les évoquer ailleurs. Et oui, reste après le biflec et la conception qu'ont certains, sur lequel vous aurez remarqué, je ne suis pas venu, d'un outil, du fameux outil monopolistique tel qu'on l'a connu. Je ne suis pas venu sur cette question. L'État, il est là aujourd'hui avec une situation qui nous préoccupe dans une concurrence qui est installée. Donc voyons ce qu'on peut faire. Et j'en terminerai, c'est trop long. J'en terminerai pour dire... Je voudrais rajouter une toute petite chose. Un expert comme M. Creuset, qui n'a pas du tout de ma sensibilité, a écrit et écrit encore ces jours-ci que dans un marché comme celui du fret, eh bien, il y a une tendance de monopole, même ouverte à la concurrence, hein, il y a une tendance au monopole. Et que finalement, dans un marché comme celui-ci, qu'il y a une grosse loco, qu'elle soit privée ou telle qu'était SA, hein, qui est à 50% du marché, eh bien, c'est plutôt bien. Parce que ce marché est particulier. Aujourd'hui, eh bien, SA, qui faisait 48, va disparaître. Il y a une redistribution. Là aussi, c'est une question. Est-ce que l'éparpillement un peu du marché, à 20 points, à 25 points, est un élément positif pour la filière? C'est une question. Je prétends pas y répondre. Raphaël, un dernier mot. N'oublions pas que le fret ferroviaire s'est stabilisé avec l'arrivée d'opérateurs privés, pour des tas de raisons. Vous l'avez dit tout à l'heure, il faut être fier de ce qui a été fait par le passé par Fret SNCF. N'oublions pas que c'était aussi la vache à lait du groupe SNCF pendant longtemps. On va pas revenir sur les causes. Juste sur les grèves, vous avez plus l'habitude de moi de répondre ou de pas forcément répondre à la question. Mais sur Avignon, c'est un petit peu différent de Perpignan. Avignon, ça a été orchestré pour empêcher qu'il y ait des opérateurs privés qui viennent faire les manœuvres sur le site. Ce n'est pas un problème de sécurité. Et puis une chose qu'il faut saluer, vous l'avez noté, les travaux qui ont été arbitrés en faveur du fret avec des travaux de jour, ça ne va pas faire plaisir à Roberto parce qu'il pourra peut-être passer moins de trains, il ne le sait peut-être pas, sur la ligne Paris-Lyon, mais au moins ça va nous permettre, nous, d'aller à Valenton plus facilement. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les deux.